Imaginez le ciel nocturne de l'Afrique. Il y a des milliers d'années, quand la lumière électrique n'existait pas encore et que les étoiles brûlaient plus brillantes que des joyaux sur le velours noir du ciel. Dans ce silence profond de la nuit africaine, sous le couvert de la voûte étoilée, un vieux sage de la tribu des Dogons est assis et raconte tranquillement à son jeune apprenti les mystères d'une étoile lointaine. Une étoile que l'œil humain ne peut voir, mais qui, selon les ancêtres, danse sa lenteur dans le vide cosmique depuis plusieurs milliers d'années. Je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs, dans ce coin douillet de l'Internet nocturne et vous invite à indiquer dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure à laquelle vous écoutez cette histoire. Ce soir, nous embarquerons pour un voyage remarquable au cœur de l'Afrique de l'Ouest, chez les Dogons, dont la sagesse ancestrale remet en question notre compréhension de l'histoire de l'humanité et nous fait nous demander si nous n'étions pas autrefois seuls dans l'univers. C'est une histoire d'étoiles, de mythes et de connaissances mystérieuses qui apparemment n'auraient pas dû exister dans l'esprit de gens qui vivaient bien avant l'invention des télescopes. Commençons notre voyage avec un homme nommé Robert Temple. Imaginez un érudit des années 70 du XXe siècle, penché sur des textes anciens et des documents ethnographiques. Il a entre les mains des pages remplies de descriptions des croyances du peuple Dogon d'Afrique et, à chaque ligne qu'il lit, son étonnement ne fait que croître. Ce qu'il découvre dans ces documents est si incroyable qu'il n'en croit d'abord pas ses yeux. Les Dogons sont un peuple qui vit dans une région appelée Bandiagara, au Mali, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Leurs maisons, construites en argile et en pierre, sont accrochées à des corniches rocheuses, comme des nids d'hirondelles. Ici, parmi les roches rouges et les baobabs, sous le soleil brûlant de l'Afrique, l'étonnante connaissance des étoiles se transmet de génération en génération depuis des siècles. Robert Temple, en étudiant les écrits des ethnographes français Marcel Griaule et Germaine Dieterlen, qui ont vécu de nombreuses années parmi les Dogons et ont consigné leurs mythes, a découvert quelque chose de remarquable. Les Dogons connaissaient l'existence d'une étoile invisible à l'œil nu. Cette étoile accompagne Sirius, l'étoile la plus visible de notre ciel nocturne. Ils l'ont appelée Potolo, ce qui signifie graine de pot, une graine minuscule mais incroyablement importante. Mais ce n'était que le début de découvertes étonnantes. Les Dogons connaissaient non seulement l'existence de cette étoile invisible, mais aussi ses propriétés que la science européenne n'a découvertes qu'au XIXe et XXe siècle. Il disait que Potolo était la plus petite et la plus lourde de toutes les étoiles, qu'elle était faite d'un métal spécial appelé sagale, que l'on ne trouve pas sur Terre, et qu'elle tournait autour de Sirius en 50 ans.
Imaginez la stupéfaction de Temple lorsqu'il a comparé ses connaissances anciennes avec les découvertes de l'astronomie moderne. Sirius B, c'est ainsi que les astronomes appellent le compagnon de Sirius, est en effet une naine blanche, une étoile d'une densité incroyable. Une cuillère à café de sa matière pèserait plusieurs tonnes. Et en effet, sa période orbitale autour de Sirius est d'environ 50 ans. Mais comment les anciens Africains pouvaient-ils le savoir? Temple s'enfonce de plus en plus dans le labyrinthe des mythes Dogon et découvre des correspondances de plus en plus frappantes. Les Dogons savaient que l'orbite de Potolo était elliptique et que Sirius se trouvait à l'un des foyers de cette ellipse, une connaissance que l'humanité n'avait acquise que grâce à Kepler au XVIIe siècle. Ils représentaient cette orbite dans leurs dessins rituels en montrant la relation correcte entre les étoiles. Mais cela ne suffit pas. Les Dogons parlent d'une troisième étoile dans le système de Sirius, une étoile qu'ils appellent Emeyatolo, l'étoile des femmes. En l'an 1976, lorsque Temple publie la première édition de son livre The Mystery of Sirius, l'existence de cette troisième étoile n'a pas encore été confirmée par la science. Les astronomes soupçonnaient sa présence, mais ne pouvaient l'observer. Ce n'est qu'en l'an 1992 que l'existence de Sirius C est enfin confirmée. Comment cela est-il possible? Comment un peuple africain qui ne disposait pas de télescope ou d'autres instruments astronomiques a-t-il pu connaître des étoiles invisibles et leurs orbites? Temple a proposé une hypothèse qui paraissait insensée à beaucoup de ses contemporains. Ces connaissances ont été transmises au peuple Dogon par des êtres intelligents du système de Sirius qui ont visité la Terre il y a environ 5000 ans. Selon les mythes Dogon, ces créatures sont appelées Nomos. Imaginez ces mystérieux visiteurs tels que les décrit la tradition Dogon. Des créatures grandes et gracieuses, ressemblant plus à des poissons qu'à des humains. Ils respirent l'eau et portent des casques transparents remplis de liquide. Les Dogons les appellent maîtres de l'eau et mentors, affirmant que ce sont les Nomos qui ont enseigné à leurs ancêtres tout ce qu'ils savent sur les étoiles, l'agriculture et l'artisanat. Les mythes racontent que les Nomos sont arrivés sur Terre dans une grande arche qui est descendue du ciel dans un grondement assourdissant semblable au vrombissement des moteurs à réaction moderne. À l'atterrissage, l'arche a laissé une trace que les Dogons comparent à une sandale de cuivre et a glissé dans la boue, formant le lac Debo. Les Dogons font la distinction entre l'arche elle-même, le véhicule d'atterrissage, et un grand vaisseau interstellaire qui est resté en orbite et qui, vu de la Terre, ressemblait à une nouvelle étoile. Selon les légendes Dogon, le but de la visite de Nomos était de repeupler la Terre avec une vie intelligente. Ils ont transmis leurs principes de vie aux humains
partager leurs connaissances et même partager leur chair pour nourrir les premiers hommes. Mais ce qui intrigue le plus dans ces mythes, c'est que les Nomos, selon les Dogon, sont censés revenir. Peut-être attendent-ils que la civilisation terrestre atteigne un niveau de développement tel qu'un nouveau contact serait sans danger pour les deux parties. Temple a commencé à chercher des traces de ses connaissances dans d'autres cultures anciennes et a découvert des parallèles surprenants. Dans l'Égypte ancienne, Sirius était au cœur de la religion et du calendrier. Les Égyptiens l'appelaient Sotis et l'associaient à la déesse Isis. Les Égyptiens réservaient 70 jours, pendant lesquels Sirius restait invisible dans le ciel, à l'embaumement des morts. Est-ce une coïncidence? Les liens entre les mythes égyptiens et les connaissances des Dogons sur la double nature de Sirius sont encore plus frappants. Dans la mythologie égyptienne, Isis et sa sœur Nephthys pourraient symboliser Sirius A, visible, et Sirius B, invisible. Les Égyptiens, comme les Dogon, croyaient que les âmes des morts se rendaient dans le système de Sirius. Temple a également attiré l'attention sur le grand sphinx. Il a supposé qu'il ne s'agissait pas à l'origine d'une statue de lion à tête humaine, mais d'une représentation d'un chien, l'animal sacré du dieu Anubis, le guide des âmes dans l'au-delà. Les traces d'érosion hydrique sur le sphinx indiquent son ancienneté et le fait qu'il était autrefois entouré d'eau, peut-être un fossé protecteur, ce qui serait logique pour des amphibiens comme Nomos. Les grandes pyramides de Gizeh, elles aussi, selon Temple, auraient pu être construites non seulement par des humains. Dans leurs proportions sont codées des constantes mathématiques et des paramètres du système de Sirius, y compris les masses relatives des 3 étoiles. Les pyramides ont été érigées à l'époque dite du contact, c'est-à-dire entre 5 et 3000 ans, lorsque, selon l'hypothèse de Temple, la Terre a connu une interaction active avec la civilisation de Sirius. Mais les parallèles égyptiens ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Temple a trouvé des traces de la connaissance du système de Sirius dans les mythologies de nombreux peuples. Dans l'ancienne Mésopotamie, des légendes parlaient d'Oannes, une créature amphibie intelligente qui sortait de la mer et enseignait aux hommes les arts et les sciences. Oannes était représenté avec une queue de poisson, ce qui est remarquablement similaire aux descriptions de Nomos. Le dieu sumérien Enki, qui vivait dans les eaux souterraines d'Abzu, pourrait également être un écho de la mémoire des mentors aquatiques de l'humanité. Les Anunnaki, les 50 grands dieux de la mythologie sumérienne, portaient le chiffre 50, que Temple associe à la période de 50 ans de la révolution de Sirius B. Même dans la Grèce lointaine, Temple a trouvé des échos de la tradition de Sirius. Le mythe des Argonautes raconte l'histoire du navire Argo et de ses 50 héros, ce qui rappelle le nombre sacré de 50. Cerbère, le gardien des enfers, était à l'origine représenté avec 50 têtes,
ce qui en faisait l'analogue grec de l'Anubis égyptien. Les résultats de Templus dans le domaine des centres oraculaires de la Grèce antique sont particulièrement intéressants. L'emplacement de sites tels que Delphes, Dodone, Siva et Thèbes forment un réseau géodésique complexe, ce que l'on appelle les octaves géodésiques. Cela indique que les anciens possédaient des connaissances géographiques et géodésiques avancées qui, selon les idées modernes, n'auraient pas dû leur être accessibles. La tradition pythagoricienne, enracinée dans les connaissances égyptiennes et babyloniennes, a préservé des informations astronomiques secrètes. L'intervalle pythagoricien égal à environ 1 et 13 millièmes est étrangement lié à la constante de structure fine en physique et codé dans les dimensions des pyramides égyptiennes. Au XXe siècle de notre ère, le néoplatonicien Proclus a fait preuve d'une profonde connaissance cosmologique en affirmant l'existence de corps célestes invisibles et de leurs orbites. Il pensait que les dieux avaient transmis des connaissances astronomiques aux anciens peuples du Proche-Orient, préfigurant ainsi de manière étonnante les idées modernes sur le paléocontact. Même en Chine, Temple a trouvé des parallèles intrigants. Fuxi et Nuiwa, les fondateurs mythiques de la civilisation chinoise, étaient représentés avec des queues entrelacées et tenant des outils de géomètre, un angle de charpentier et un compas. Les dragons chinois pourraient être une évolution des images amphibies des fondateurs de la civilisation. Mais la connaissance de Sirius par les Dogones n'est qu'une partie de leur étonnante cosmologie. Ils savaient que la Terre tourne sur son axe et fait le tour du Soleil en 365 jours. Ils savaient que la Lune décrit une spirale conique et que le Soleil tourne sur son axe. Les Dogones connaissaient les 4 plus grandes lunes de Jupiter et les anneaux de Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. En outre, ils connaissaient 226 autres systèmes stellaires et la forme en spirale de la Voie lactée. Selon Temple, les Dogones ont démontré qu'ils avaient des connaissances en biologie moléculaire, en physique nucléaire et en physiologie humaine, y compris une compréhension des fonctions des globules rouges et blancs. Mais même les découvertes les plus étonnantes restent rarement sans réponse de la part des sceptiques. L'histoire des Dogones ne fait pas exception à la règle. Lorsqu'en l'an 1976, Robert Temple publie son Mystère de Sirius, la communauté scientifique accueille son hypothèse avec une certaine méfiance. Imaginez l'atmosphère de ces années-là. La guerre froide bat son plein, les superpuissances se livrent à une course à l'espace et soudain, un chercheur déclare que le peuple africain sait depuis des milliers d'années ce que la science européenne n'a découvert que récemment et qu'il le sait grâce à des contacts avec des extraterrestres.
parler d'extraterrestres dans les années 70 du XXe siècle, dans un environnement scientifique sérieux, n'était pas de bon ton. Les amis de Temple commencent à le fuir et certains collègues évitent carrément de le rencontrer. Mais pire encore, Temple a dû faire face à ce que l'on pourrait appeler une opposition active. Il affirme que certains services secrets, en particulier les services secrets américains, étaient inexplicablement hostiles à son travail. Il s'est vu refuser l'adhésion à des associations professionnelles, des emplois et des revenus, comme si quelqu'un ne voulait pas que ses idées soient largement diffusées. Temple a même émis l'hypothèse que la CIA aurait pu être influencée par des agents soviétiques cherchant à maintenir un monopole dans le domaine de la recherche sur les anomalies. Cela ressemble presque à l'intrigue d'un roman d'espionnage, n'est-ce pas? Mais dans ces années-là, lorsque chaque idée inhabituelle pouvait être perçue comme faisant partie d'un jeu géopolitique plus vaste, de tels soupçons ne semblaient pas si invraisemblables. Néanmoins, le livre de Temple a trouvé son public. Les mouvements culturels alternatifs, en particulier le mouvement New Age, ont adopté ces idées avec enthousiasme. Dans les années 70 et 80, alors que les gens cherchaient activement des alternatives aux points de vue scientifiques et religieux traditionnels, l'histoire des anciens astronautes est tombée sur un terrain fertile. Et avec l'avènement d'Internet, le livre a connu une seconde vie, devenant le sujet d'interminables discussions sur les forums et les blogs. Mais parallèlement à la popularité croissante des idées de Temple, leur critique scientifique s'est développée. L'un des premiers opposants sérieux fut le célèbre astronome et vulgarisateur scientifique Carl Sagan. Dans ses écrits, Sagan ne nie pas que les Dogons aient pu posséder des connaissances astronomiques inhabituelles. Il admet qu'il est peu probable que ces connaissances soient apparues par eux-mêmes et qu'elles doivent provenir d'une civilisation plus avancée. Mais de quelle civilisation s'agit-il ? Sagan a supposé que cette civilisation était terrestre. Selon lui, les cas apparemment intéressants ont des explications alternatives parfaitement raisonnables, ou bien ils sont mal rapportés, ou encore il s'agit simplement d'évasion, de canulars et de fausses déclarations. En d'autres termes, Sagan pensait que soit les Dogons avaient acquis leurs connaissances grâce aux voyageurs et missionnaires européens, soit leurs connaissances avaient été exagérées ou mal interprétées par les explorateurs. Cette critique a été fortement étayée par les travaux de l'anthropologue belge Walter van Beek, qui a mené ses propres recherches sur le terrain parmi le peuple dogon. Les résultats de ces travaux ont été très décevants pour les partisans de la théorie du paléocontact. Van Beek a déclaré qu'il n'avait trouvé aucune preuve de la connaissance par les Dogons de la double nature de Sirius, de sa densité ou de la période de 50 ans de circulation du satellite invisible.
De plus, les Dogons, qui ne faisaient pas partie du cercle de l'ethnographe français Marcel Griaule, n'avaient jamais entendu parler de Sigitolo ou de Potolo, les noms mythiques des étoiles du système de Sirius. Cette découverte a mis en doute la validité de toutes les informations obtenues par Griaule et sa collègue Germaine Dieterlen. Il a été suggéré que ces chercheurs auraient involontairement déformé les informations au cours du processus d'enregistrement et d'interprétation. Imaginez la situation. Un ethnographe européen, sincèrement désireux de comprendre et de préserver la culture africaine, s'entretient avec les habitants par l'intermédiaire d'un interprète. Les étoiles visibles sont mentionnées, mais un chercheur déjà familiarisé avec les découvertes astronomiques modernes pourrait interpréter à tort ces références comme la preuve d'une connaissance des corps célestes invisibles. L'objectif de Griaule était de libérer la pensée africaine, la noble tâche de montrer la richesse et la profondeur des traditions africaines au monde européen. Mais en poursuivant cet objectif, il a peut-être involontairement attribué aux Dogons des connaissances qu'ils ne possédaient pas ou présenté leur cosmologie sous une forme plus systématisée qu'elle ne l'était en réalité. Des critiques ont également avancé la version missionnaire. Selon cette hypothèse, les Dogons auraient reçu des connaissances astronomiques de la part de missionnaires chrétiens dans les années 20 du XXe siècle, juste au moment où Sirius B faisait couler beaucoup d'encre dans la littérature populaire. La découverte de cette étoile au XIXe siècle et ses propriétés inhabituelles ont en effet attiré l'attention des scientifiques et du grand public. Cette version n'est cependant pas sans faiblesse. Les détracteurs de l'hypothèse missionnaire soulignent à juste titre que s'ils avaient été informés par les Européens, les Dogons auraient signalé 9 satellites de Jupiter, et non 4, car à l'époque d'autres lunes de cette planète étaient déjà connues. En outre, la forme en spirale de notre galaxie n'a été découverte qu'au milieu du XXe siècle, bien plus tard que l'époque supposée du contact avec les missionnaires. Mais les découvertes les plus douloureuses attendaient les chercheurs sur la culture Dogon dans le domaine de l'anthropologie culturelle. Le scientifique russe P.A. Koutsenkov a montré dans ses travaux que l'image des Dogons créée dans la littérature ethnographique, en particulier par l'école de Griaule, non seulement déformait les idées sur leur culture réelle, mais conduisait même à une déformation de sa perception par les Dogons eux-mêmes. Imaginez cette situation étrange. Un peuple vivant sa vie traditionnelle découvre soudain que le monde entier connaît son existence grâce à un mystère astronomique dont la plupart d'entre eux n'ont jamais entendu parler. Les Dogons instruits d'aujourd'hui expriment souvent leur irritation face au battage médiatique autour du mystère astronomique, car il occulte leur véritable mythologie, leurs riches traditions artistiques
leur structure sociale complexe et les véritables problèmes auxquels ils sont confrontés dans le monde moderne. La situation a été exacerbée par les activités de diverses missions culturelles, y compris les programmes de l'UNESCO, qui, selon les critiques, ont contribué à la reproduction artificielle de pratiques perdues pour attirer les touristes. Ces pratiques sont souvent basées non pas sur des traditions vivantes, mais sur des descriptions publiées par des chercheurs, créant ainsi une sorte de boucle de rétroaction entre les textes savants et la réalité. Ce phénomène n'est pas propre aux Dogon. En anthropologie, il est connu sous le nom d'effet observateur, une situation dans laquelle le processus même d'étude d'une culture la modifie. Mais dans le cas des Dogon, cet effet a été renforcé par la renommée internationale et le halo mystique qui a entouré leur culture grâce à la théorie du paléocontact. Erich von Däniken, un autre partisan bien connu de l'idée des anciens astronautes, a également été critiqué pour ne pas avoir été suffisamment rigoureux dans son approche des faits. Les critiques l'ont accusé de falsifier certaines preuves, comme la publication de photographies de poteries avec des images de soucoupes volantes, qui avaient été fabriquées par un potier mandaté par lui spécialement pour le livre. Ces révélations ont jeté une ombre sur l'ensemble du domaine de la recherche sur les paléocontacts, rendant de nombreux scientifiques encore plus prudents quant à toute affirmation d'une influence extraterrestre sur le développement des civilisations humaines. Mais Robert Temple n'a pas abandonné. Lorsqu'en 1992 l'existence de Sirius C, la toute troisième étoile du système, qu'il avait décrite dans les années 70 en se basant sur les légendes Dogon, fut finalement confirmée, il y vit une confirmation convaincante de la justesse de son hypothèse. Mes prédictions étaient strictement scientifiques et absolument concrètes, affirmait-il. Et cette découverte rendait, selon lui, ridicules les tentatives de réfutation de sa théorie. Cependant, la communauté scientifique a accueilli cette confirmation avec beaucoup moins d'enthousiasme. Les sceptiques ont rappelé que l'existence d'une troisième composante dans le système de Sirius avait été suspectée par les astronomes dès les années 60 du XXe siècle sur la base de l'analyse des perturbations orbitales et que Temple pouvait puiser ces informations dans la littérature scientifique de l'époque, puis trouver les éléments pertinents dans la mythologie Dogon. La controverse autour de l'énigme Dogon se poursuit aujourd'hui. D'une part, de plus en plus de preuves s'accumulent pour montrer que de nombreuses affirmations sur les connaissances inhabituelles des Dogons peuvent être le résultat d'interprétations inexactes ou de distorsions culturelles. D'autre part, certains aspects de leur cosmologie traditionnelle restent mystérieux et mal expliqués par les théories conventionnelles de la diffusion culturelle.
Peut-être que la vérité, comme c'est souvent le cas, se trouve quelque part entre les deux. Les Dogon ont une tradition mythologique riche et complexe dans laquelle les étoiles jouent un rôle important. Mais transformer cette tradition en preuve de paléocontact peut être le résultat de la superposition de connaissances scientifiques modernes sur des symboles et des métaphores anciens. Et pourtant, cette histoire a quelque chose de subtilement mystérieux. Lorsque vous êtes assis sous un ciel étoilé et que vous contemplez la brillante Sirius, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander et si les anciens en savaient vraiment plus que nous ne le pensons, et si les profondeurs de la mémoire humaine contenaient des échos d'événements si anciens et si inhabituels que nous ne pouvons tout simplement pas les interpréter correctement. Mais revenons à Robert Temple lui-même et à ses étonnantes découvertes dans les textes anciens et les mythologies. L'histoire des Dogon n'est en effet qu'un des fils d'une immense tapisserie qu'il a commencé à tisser en étudiant les traces d'un éventuel paléocontact dans les cultures du monde entier. Et plus il s'enfonçait dans ce labyrinthe de connaissances anciennes, plus il découvrait des coïncidences frappantes. Imaginez une soirée tranquille dans une bibliothèque, alors que Temple se penche sur les pages jaunies d'anciens textes égyptiens. À la lumière vacillante de la lampe de table, les hiéroglyphes s'animent devant lui, évoquant des dieux venus des étoiles. Sirius, Sotis pour les Égyptiens, était plus qu'une simple étoile brillante dans le ciel. C'était un luminaire sacré auquel était lié tout le système religieux et calendaire de l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité. 70 jours par an, Sirius reste invisible dans le ciel égyptien, le temps que l'étoile se lève avec le soleil et se perde dans ses rayons. Et ce sont 70 jours, selon la tradition, qui étaient alloués par les Égyptiens à l'embaumement des pharaons décédés. Un accident? Temple ne le croit pas. Il voit un lien profond entre le cycle d'invisibilité de Sirius et les idées des Égyptiens sur le voyage de l'âme dans l'au-delà. Mais la découverte la plus intrigante l'attend lorsqu'il étudie le grand Sphinx. Ce gardien silencieux du plateau de Gizeh renferme, selon Temple, un secret bien plus ancien qu'on ne le croit. Après avoir étudié attentivement les traces d'érosion sur le corps du Sphinx, il est arrivé à la conclusion qu'à l'origine, il ne s'agissait pas d'une statue de lion à tête humaine, mais de l'image d'un chien, animal sacré du dieu Anubis, le guide des âmes vers le royaume des morts. Le visage humain du Sphinx, selon Temple, a été sculpté beaucoup plus tard, lorsque la signification originale du monument a été oubliée. Et le modèle d'érosion suggère que la statue a longtemps été entourée d'eau, peut-être d'un fossé protecteur. Pourquoi les anciens bâtisseurs avaient-ils besoin d'une barrière d'eau autour de la statue de pierre? Temple a supposé que cela était lié à la nature amphibie de ceux à qui le monument était dédié.
Les grandes pyramides de Gizeh ne sont pas non plus passées inaperçues aux yeux du chercheur. Il a trouvé dans leurs proportions et leur taille des constantes mathématiques codées liées au système de Sirius. Selon ses calculs, les rapports entre les hauteurs et les bases des pyramides reflètent les masses relatives des 3 étoiles de ce système. C'est comme si les anciens architectes avaient gravé dans la pierre un message sur des soleils lointains invisibles à l'œil humain. L'époque de la construction des pyramides, il y a environ 4500 ans, se situe précisément dans cet âge du contact que Temple a défini comme la période comprise entre 5 et 3 millénaires avant notre ère. C'est à cette époque, selon son hypothèse, que la Terre a connu une interaction active avec une civilisation du système de Sirius. Mais les pyramides et le Sphinx ne sont pas les seuls mystères de l'Égypte ancienne. Temple a attiré l'attention sur les célèbres cartes de Piri Reis, un amiral turc du XVIe siècle, qui prétendait avoir basé son travail cartographique sur des sources anciennes. Ces cartes décrivent avec une précision remarquable les contours de l'Antarctique, un continent qui n'a été officiellement découvert qu'au XIXe siècle et qui est représenté sans la couche de glace qui le recouvrait des millions d'années plus tôt. Comment les cartographes de l'Antiquité auraient-ils pu connaître l'existence et la forme d'un continent caché sous plusieurs kilomètres de glace? Temple y voit une preuve supplémentaire que les civilisations anciennes possédaient des connaissances dont la source dépasse les idées conventionnelles sur l'histoire de l'humanité. Les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes, à observer Temple, ont émergé presque simultanément, comme à partir de rien. Hier, à l'aune de l'histoire, les hommes vivaient dans des campements primitifs, chassaient et cueillaient, et demain ils construisaient des villes, inventaient l'écriture, créaient des systèmes religieux complexes et faisaient preuve de connaissances astronomiques approfondies. Selon le chercheur, un tel saut dans le développement indique une influence extérieure ou une origine commune de ces cultures. Dans la Grèce antique, les traces de la tradition de Sirius étaient encore plus voilées, mais pas moins intrigantes. Le mythe des Argonautes, par exemple, parle du navire Argo avec 50 héros, le même nombre sacré, qui est associé à la période de révolution de Sirius B. Isis, dans la tradition grecque, était associé à ce même navire, créant un lien direct entre la déesse égyptienne de Sirius et la tradition de Sirius. Dans la tradition grecque, Isis était associé à ce même navire, créant un lien direct entre la déesse égyptienne de Sirius et le mythe grec du voyage à la recherche de la toison d'or. Circé, l'enchanteresse de l'Odyssée, portait un nom signifiant faucon, l'oiseau sacré du dieu égyptien Horus, symbole de résurrection et de renaissance. Hécate, déesse de la magie et des carrefours, dont le nom signifie sainte, était
identifié à Sothis, le nom grec de Sirius. La centaine pourrait symboliser le cycle de 50 ans doublé de la circulation du satellite invisible. Templa a été particulièrement frappé par les découvertes relatives à l'emplacement des centres oraculaires de la Grèce antique. Des lieux sacrés tels que Delphes, Dodone, Siwa en Égypte et Thèbes forment un réseau géométrique complexe sur la carte, les octaves géodésiques. Les distances qui les séparent sont corrélées comme des intervalles musicaux, créant ainsi une sorte de musique géographique du monde antique. Cette découverte indique que les bâtisseurs des centres d'oracule avaient des connaissances géodésiques précises et comprenaient la taille et la forme de la Terre. C'est comme s'ils créaient un système de communication planétaire basé sur des principes géométriques que nous commençons seulement à comprendre aujourd'hui. Ces centres étaient associés à ce que l'on appelle les omphalos, des pierres sacrées qui symbolisaient le nombril du monde. Temple a suggéré que l'emplacement de l'omphalos pouvait être lié au nom inexprimé de Dieu dans la tradition juive, Yehovah, qui consiste en 700 voyelles, chacun correspondant à un centre oraculaire particulier. La tradition pythagoricienne, profondément enracinée dans les savoirs égyptiens et babyloniens, a conservé des constantes mathématiques surprenantes. L'intervalle pythagoricien, égal à environ 1 entier et 13 millièmes, est étrangement lié à la constante de structure fine de la physique moderne, la constante fondamentale qui définit l'interaction du champ électromagnétique avec la matière. Cette particule de Pythagore, égale à environ 0,13 centièmes, n'est pas seulement encodée dans les dimensions des pyramides égyptiennes, mais reflète également le degré de liberté de l'électron dans l'atome. Comment les Grecs de l'Antiquité pouvaient-ils connaître les propriétés quantiques de la matière 2500 ans avant leur découverte par la science moderne? Le néoplatonicien Proclus, qui a vécu au XX siècle après Jassé, a fait preuve d'une connaissance cosmologique tout à fait remarquable. Il défendait l'existence de corps célestes invisibles, les satellites des planètes, et d'orbites invisibles, c'est-à-dire les orbites de ces corps. 1500 ans avant l'invention du télescope, Proclus parle de choses que les astronomes n'ont pu confirmer qu'à l'époque moderne. Proclus pensait également que les dieux avaient transmis des connaissances astronomiques aux anciens peuples du Proche-Orient. Une étonnante préfiguration des théories modernes du paléocontact. Ces travaux ont peut-être influencé le grand Kepler, qui a découvert les lois du mouvement des planètes. Il est possible que Kepler se soit inspiré non seulement des observations, mais aussi des textes anciens qui conservent les échos d'une sagesse oubliée. Même dans la lointaine Chine, Temple a trouvé des parallèles intrigants. Fuxi et Nuiwa,
Les fondateurs mythiques de la civilisation chinoise sont représentés avec des queues de serpents entrelacées, signe évident de leur nature amphibie. Ils tenaient dans leurs mains une équerre de charpentier et un compas, les outils des géomètres, ce qui indique leur association avec les mesures précises et la cartographie. La Chine avait de grands programmes géodésiques à une échelle supérieure aux octaves méditerranéennes. Par exemple, les mesures effectuées par l'astronome chinois Yixing au 8e siècle après J.C. pour déterminer la taille de la Terre ont été réalisées avec une précision étonnante. Les dragons chinois, si importants dans la mythologie locale, sont peut-être une évolution des images des fondateurs amphibies de la civilisation. Toutes ces découvertes ont amené Temple à réfléchir profondément à la nature de la vie intelligente dans l'univers. Selon lui, l'intelligence ne doit pas nécessairement évoluer uniquement sur Terre. Les océans couvrent la majeure partie de la surface des planètes et les formes de vie amphibies pourraient être encore plus courantes que les formes de vie terrestres. Le Nommo des Dogons, l'Oan des Mésopotamiens et les dieux de l'eau de diverses cultures ont probablement tous gardé le souvenir de contacts réels avec des habitants intelligents de mondes aquatiques. Mais Temple est allé encore plus loin dans sa réflexion. Il pensait que le contact avec des civilisations extraterrestres était non seulement possible, mais inévitable. Mais pour cela, l'humanité doit abandonner ses préjugés religieux et nationaux étroits au profit d'une perspective véritablement cosmique. Nous devons nous préparer psychologiquement et spirituellement à ce contact. Selon le chercheur, les civilisations extraterrestres attendent peut-être que l'humanité terrestre atteigne un certain niveau de maturité à partir duquel le contact serait sans danger pour les deux parties. Peut-être que nos réalisations spatiales, lancement de satellites, vol vers la Lune, envoi de stations automatiques vers des planètes lointaines, sont des signaux indiquant que nous sommes prêts pour une plus grande interaction. Temple s'est même demandé si son propre livre n'était pas une sorte de signal susceptible de déclencher un mécanisme de rétablissement des contacts anciens. Après tout, si quelque part dans le système de Sirius, il y a vraiment des êtres intelligents qui observent le développement de la civilisation terrestre, alors la publication d'un ouvrage sur leurs visites antérieures pourrait être le signe que l'humanité est prête pour une nouvelle étape d'interaction. C'est ainsi que nous arrivons au cœur de cette histoire étonnante. La question de savoir ce que tout cela signifie pour nous qui vivons au XXIe siècle, sous les mêmes cieux étoilés que les anciens Égyptiens, Dogoniens et philosophes grecs contemplaient il y a des milliers d'années. Imaginez un instant. Vous sortez de chez vous par une soirée tranquille, vous levez les yeux vers le ciel et vous voyez le point lumineux de Sirius.
soudain vous réalisez que vous ne regardez peut-être pas seulement une étoile lointaine, mais le foyer d'une civilisation qui a jadis touché notre monde. Temple pensait que son travail n'était pas seulement une étude académique, mais un message pour l'avenir. Il a émis l'hypothèse que le lancement de vaisseaux spatiaux tels que voyageurs qui ont effectué un voyage interstellaire dans les années 70 pourrait avoir été un signal d'alarme pour les observateurs de l'Antiquité. Peut-être que quelque part dans le système Sirius, des êtres intelligents observent nos premiers pas timides dans l'espace et attendent le bon moment pour reprendre contact. Mais que signifie le bon moment? Pour Temple, il ne s'agit pas seulement d'une question de développement technologique, mais aussi de maturité spirituelle de l'humanité. Nous devons apprendre à nous considérer non pas comme les seuls êtres intelligents de l'univers, mais comme faisant partie d'une communauté cosmique beaucoup plus large. Pour cela, il faut abandonner les préjugés nationalistes et religieux étroits au profit d'un état d'esprit véritablement planétaire, puis cosmique. Il est intéressant de noter que les Dogon eux-mêmes se trouvent aujourd'hui dans une situation très difficile en raison de la renommée mondiale que la théorie de Temple leur a apportée. Les représentants modernes, éduqués de ce peuple, expriment souvent leur mécontentement quant à la manière dont leur culture a été présentée au monde. Le battage autour du mystère astronomique occulte la richesse de leur véritable tradition. L'art de la sculpture sur bois, les danses, rituels complexes, une philosophie profonde de la relation entre l'homme et la nature et des structures sociales qui se sont développées au fil des siècles. Une situation paradoxale s'est créée. La tentative d'exalter la sagesse ancienne des Dogon a conduit à une distorsion de leur culture vivante. Les agences de tourisme ont commencé à organiser des voyages vers le peuple qui connaît les secrets de Sirius. Et les habitants ont parfois reproduit des rituels anciens, basés non pas sur leurs propres traditions, mais sur les descriptions des explorateurs européens dans leurs livres. Ainsi, la science de la culture a commencé à influencer la culture elle-même, créant une étrange boucle de rétroaction entre le texte et la réalité. Les programmes du patrimoine culturel de l'UNESCO, malgré leurs bonnes intentions, ont parfois contribué à ce processus en soutenant la reproduction de pratiques perdues, reconstruites à partir de descriptions ethnographiques publiées. Il semble que les Dogon apprennent leur propre culture à partir de livres écrits par des érudits européens. Cette situation soulève la question de la complexité de la relation entre la science et la culture, entre la tentative de comprendre le passé et l'impact de cette compréhension sur le présent. L'énigme Dogon n'est peut-être pas seulement une question sur l'origine de leurs connaissances astronomiques, mais aussi une leçon sur la façon dont nos perceptions de l'Antiquité façonnent la modernité. Mais laissons de côté ces questions complexes
d'anthropologie culturelle et revenons à l'essentiel. Et si Temple avait raison? Et si quelque part, à 8 années-lumière et demie d'ici, dans le système de l'étoile la plus brillante de notre ciel, il existait réellement une civilisation qui a visité la Terre? Et si les anciens mythes de Dieu venus du ciel n'étaient pas le fruit de l'imagination humaine, mais des souvenirs d'événements réels déformés par le temps? Monsieur Temple a souligné que l'humanité ne devait pas se considérer comme un objet de charité cosmique. Nous avons notre propre valeur et notre propre spécificité. Notre planète, avec son incroyable biodiversité, notre capacité de créativité, notre musique, notre poésie, nos tentatives de compréhension de l'univers, tout cela fait de nous des partenaires intéressants pour le dialogue cosmique et pas seulement des pupilles de civilisations plus avancées. Ce sont peut-être nos défauts et nos contradictions, notre lutte entre le bien et le mal, notre capacité à éprouver à la fois un grand amour et une haine destructrice qui nous rendent uniques dans l'univers. Nous sommes une jeune civilisation qui apprend tout juste à comprendre sa place dans le cosmos et qui a sa propre beauté et sa propre valeur. Sirius continue de briller dans notre ciel comme il l'a fait il y a des milliers d'années au-dessus des villages Dogon, des pyramides égyptiennes et des temples grecs. Les astronomes modernes étudient ce système stellaire à l'aide de puissants télescopes et découvrent de plus en plus de détails sur sa structure. Nous savons aujourd'hui que Sirius A est une étoile jeune et chaude, presque 2 fois plus massive que notre Soleil. Sirius B est en réalité une naine blanche, vestige d'une étoile qui était autrefois géante, mais qui a maintenant rétréci à la taille de la Terre tout en conservant une masse comparable à celle du Soleil. Sirius C, dont l'existence a été confirmée dans les années 90 du XXe siècle, reste la composante la moins étudiée du système. Il s'agit d'une naine rouge, beaucoup plus petite et plus froide que ses 2 voisines brillantes. Peut-il y avoir des planètes dans un système stellaire aussi complexe? L'astronomie moderne n'exclut pas cette possibilité, même si les conditions y seraient assez exotiques. La recherche de la vie extraterrestre se fait désormais avec les instruments les plus modernes. Le télescope spatial Kepler a découvert des milliers d'exoplanètes dont certaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Les projets SETI écoutent le cosmos à la recherche de signaux artificiels. Et qui sait, peut-être entendrons-nous un jour un message en provenance du système Sirius. En attendant, nous ne pouvons que réfléchir à ces possibilités sous le ciel étoilé. Et il y a quelque chose de beau et d'important dans ces réflexions, que l'hypothèse de Temple soit juste ou non. Après tout, la capacité même des êtres humains à regarder les étoiles et à s'interroger sur leur place dans l'univers
est déjà un miracle. La capacité de créer des mythes qui tentent d'expliquer nos origines et notre raison d'être, la capacité de rêver, de rencontrer d'autres êtres intelligents, tout cela nous rend uniques, pour autant que nous le sachions, dans l'ensemble du cosmos. Dans leur mythe, les Dogon disent que les Nomos reviendront. Mais le plus important n'est peut-être pas de savoir s'ils reviendront effectivement, mais de continuer à regarder le ciel avec espoir et curiosité, que nous n'ayons pas perdu la capacité de nous émerveiller et de rêver, que quelque part dans notre cœur, nous sachions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, même si nous n'avons pas encore rencontré nos voisins cosmiques. L'histoire des Dogons et de Sirius est avant tout une histoire sur la quête de sens de l'être humain. Il s'agit d'essayer de comprendre d'où nous venons et où nous allons. Le désir de trouver notre place dans le cosmos infini. Et que nous ayons ou non reçu la visite d'amphibiens intelligents venus d'un système stellaire double, c'est cette quête qui fait de nous ce que nous sommes. La prochaine fois que vous verrez Sirius dans le ciel nocturne, et vous pouvez l'apercevoir presque à tout moment de l'année, en particulier lors des claires soirées d'hiver, pensez à cette histoire étonnante. Pensez au fait que peut-être, en ce moment même, quelqu'un là-bas, à 8 années-lumière et demie d'ici, regarde également notre soleil jaune et réfléchit à la possibilité d'une vie intelligente sur une 3e planète à partir de cette étoile. Ou peut-être connaissent-ils déjà notre existence. Peut-être attendent-ils que nous devenions suffisamment sages pour établir un véritable contact. Peut-être que chaque pas que nous faisons vers la connaissance de l'univers, chaque manifestation de gentillesse et d'amour, chaque tentative de compréhension mutuelle rapproche ce moment. Bonne nuit, chers auditeurs. Que vos rêves soient pleins d'étoiles et de possibilités étonnantes. Que demain vous apporte de nouvelles découvertes et de nouvelles raisons d'admirer ce monde magnifique et mystérieux dans lequel nous avons la chance de vivre. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous participez à l'entreprise humaine la plus ancienne et la plus importante. La recherche de réponses aux questions éternelles sur notre place dans l'univers. À la prochaine fois, nous repartirons en voyage à travers les merveilleux mystères de notre monde. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de regarder les étoiles de temps en temps.